Le tonnerre roulait sur Rome comme la voix d'un dieu en colère. Mais même la fureur du ciel ne pouvait noyer les cris qui résonnaient derrière la chambre privée de l'empereur. Les couloirs de marbre tremblaient de sons, non pas de bataille, non pas de débat politique, mais de quelque chose de bien plus sombre. Le sénateur Lucius Marcus se tenait figé sur place, une torche brûlant dans sa main tremblante, sa lumière vacillant sur les murs de pierre polie. Sa respiration venait en halètements courts, et bien qu'il souhaitât fermer les yeux, les gardes de chaque côté murmuraient leur ordre avec un calme brutal. Tiens-la ferme, sénateur. L'empereur exige un éclairage approprié. Derrière cette lourde porte, il n'y avait ni cérémonie, ni banquet, ni réunion d'État, seulement la brisure de l'innocence déguisée en privilège impérial. Une jeune fille, pas plus âgée de 14 ans, n'était plus une fille, ni une enfant, ni même une personne, mais une entrée dans un registre, un numéro dans un livre, une statistique dans la machinerie impériale du plaisir. Et les Perses de Rome, des hommes qui avaient autrefois commandé des armées, promulgué des lois et tenu l'honneur au forum, se tenaient maintenant comme des porteurs de torches pour la destruction de leurs filles. L'empire qui avait conquis des nations s'était tourné vers l'intérieur, consommant ses propres familles. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une rumeur, c'est l'histoire. Les pratiques sexuelles les plus horribles de Caligula l'insensé. Lorsque la mort de Tibère se répandit dans les halls de marbre de Rome en mars 37 de notre ère, la ville exhala un soulagement collectif qui ressemblait presque à une renaissance après des décennies d'étouffement. Pendant 23 longues années, l'Empire avait peiné sous le poids de la paranoïa de Tibère, ses regards suspicieux, ses procès interminables pour trahison et les couloirs silencieux où les murmures eux-mêmes pouvaient signifier l'exécution. Le Sénat s'était lassé de marcher sur des couteaux. Les citoyens avaient oublié ce que signifiaient la joie et le leadership, et la garde prétorienne cherchait une nouvelle étoile à suivre. Cette étoile apparut sous la forme d'un jeune homme dont le nom même évoquait la promesse. Gaius Julius César, Augustus Germanicus, mieux connu des soldats et des gens du commun sous le nom de Caligula ou Petite Botte, un surnom qu'il avait gagné enfant en suivant son père, le général bien-aimé Germanicus, à travers les camps boueux des champs de bataille. Pour les Romains, il n'était pas seulement un empereur par lignée, il était l'héritier d'Auguste, le petit-fils de l'espoir, le garçon qui avait grandi dans l'odeur des tentes de cuir et des épées de fer plutôt que dans des palais cloîtrés, le prince des soldats qui avait marché parmi les hommes ordinaires. Son ascension fut célébrée avec des feux d'artifice de soulagement, et le forum résonna des acclamations des citoyens qui osaient enfin croire que la dignité pourrait être restaurée à Rome. Caligula, dans ses premiers mois, semblait confirmer toutes les attentes radieuses. Il entra dans la capitale, non pas avec l'amertume d'un dirigeant paranoïaque, mais avec le charme de la jeunesse et la générosité de quelqu'un désireux d'être aimé. Il accorda des primes aux légions, réduisit les impôts qui avaient longtemps écrasé les pauvres, et organisa de grands jeux de gladiateurs qui peignirent le colisée du sang du spectacle pendant des jours. Le Sénat applaudit ces discours et murmura entre eux que Rome avait enfin un dirigeant qui combinait le charisme de Jules avec la bienveillance d'Auguste. Même les sénateurs endurcis pleurèrent lorsqu'il entra dans la curie, croyant qu'ils avaient été délivrés des ombres de la cruauté de Tibère. Ils écrivirent des prières de remerciement. Les sacrifices remplirent les autels. Et sur les marchés, les gens parlaient de lui, comme de l'aube après un long hiver. L'Empire avait attendu trop longtemps quelqu'un qui souriait, qui riait, qui semblait humain. Pourtant, derrière le masque de marbre de la promesse juvénile, des fils d'un dessin plus sombre avaient déjà commencé à se tisser dans le tissu de son règne. Au début, cela était à peine perceptible, comme la fine fissure qui apparaît dans une statue impeccable, assez petite pour être ignorée jusqu'à ce que le temps la creuse en fracture.
Une servante disparut des cuisines du palais. L'intendant expliqua qu'elle avait fui par peur d'une punition, mais des murmures se répandirent que son corps avait refait surface en aval dans le Tibre, marqué de blessures si obscènes que même les gardes endurcis refusaient de les décrire. Puis 2 autres esclaves disparurent, un garçon de 15 ans et une fille de 17 ans, et lorsque leurs cadavres flottèrent hors de nouveau dans le fleuve de la ville, avec leurs visages tordus en une agonie permanente, ceux qui les virent se détournèrent en silence. Le palais n'expliqua rien. L'empereur souriait en public comme si rien ne s'était passé, et Rome, intoxiquée par son propre soulagement, choisit d'ignorer les rumeurs. Après tout, n'était-il pas encore jeune? N'était-il pas naturel qu'un homme de pouvoir teste les limites de ses plaisirs? Sûrement, le temps tempérerait ses appétits. Sûrement, il grandirait en responsabilité. Telles étaient les excuses que le Sénat murmurait entre eux. Chaque mot une tentative de cacher la peur qui commençait déjà à pulser sous leur peau. La transformation se révéla pleinement en octobre 37 de notre ère, 6 mois après son règne, lorsque Caligula fut frappé par une maladie soudaine et mystérieuse. L'empire entier retint son souffle tandis que la nouvelle se répandait de sa fièvre, de son délire et de son corps se tordant entre la vie et la mort. Dans chaque temple, les prêtres sacrifièrent des bœufs. Des bouffes et versèrent du vin sur les autels, tandis que les citoyens ordinaires offraient des prières avec des lèvres tremblantes, suppliant les dieux de ne pas prendre leurs jeunes dirigeants. Même les soldats endurcis qui avaient ri des présages et moqué les devins se surprirent à murmurer des appels à Mars et Jupiter, désespérés pour la survie de l'homme qui avait si rapidement capturé leur dévotion. Lorsque enfin Caligula se leva de son lit des semaines plus tard, pâle mais vivant, Rome éclata en célébration. Des animaux furent abattus en action de grâce. Des familles organisèrent des festins en son honneur. Et le Sénat proclama la guérison, un miracle d'intervention divine. Pourtant, ceux qui étaient bien que les plus proches de lui jurèrent que l'homme qui émergea de son lit de malade n'était pas le même que celui qui avait d'abord porté la pourpre. La fièvre avait brûlé quelque chose en lui, laissant derrière elle non pas de la gratitude, mais la froide conviction qu'il avait touché la mort et était revenu immortel. À partir de ce jour, il ne se voyait plus comme une chair mortelle, liée par la loi et la moralité, mais comme un Dieu vivant, pour qui les limites de la décence humaine ne s'appliquaient plus. Au début, ces nouveaux appétits se cachaient derrière le glamour des banquets du palais. Les épouses des sénateurs commencèrent à recevoir des invitations à dîner en privé avec l'empereur, des invitations qui ne pouvaient être refusées, et que leurs maris n'osaient pas questionner. De jeunes garçons de familles nobles se virent accorder l'honneur de servir au palais, seulement pour découvrir que l'honneur signifiait du rouge sur leurs joues et de la soie drapée sur leur corps, les transformant en ornements d'humiliation. Pourtant, la ville détourna le regard, murmurant qu'il était simplement jeune, que l'indulgence s'estomperait avec la maturité. Mais l'indulgence ne s'estompa pas. Elle se durcit en rituel. Il commença à remplacer la garde du palais, non pas par des hommes d'honneur, mais par ceux choisis pour leur cruauté, des soldats dont la loyauté était assurée par une participation partagée à la dépravation, plutôt que par le serment du devoir militaire. Il nomma un affranchi nommé Hélicone comme son maître des plaisirs, un homme qui comprit rapidement que la survie signifiait procurer tout ce que l'empereur exigeait, peu importe à quel point c'était obscène. À l'été 38 de notre ère, les fines fissures dans le masque de Caligula s'ouvrirent grand. Dans les archives impériales, un nouveau type de registre apparut, non pas pour les expéditions de grains ou les revenus fiscaux, mais pour les acquisitions humaines. Chaque entrée était écrite avec la même précision clinique que l'Empire utilisait pour cataloguer ses ressources, sauf que maintenant les ressources étaient des femmes et des enfants, des filles de sénateurs, des épouses d'équites, des filles de marchands. Chacun devenait un numéro dépouillé d'identité,
et réduit à un inventaire. Rome, qui s'était autrefois vantée de sa civilisation, descendait maintenant dans un marché de la dignité humaine, vendue aux enchères, aux caprices d'un seul homme. Ce qui avait commencé comme une cruauté privée avait commencé à prendre forme comme une politique publique, et les flammes des torches qui illuminaient le palais, la nuit, illumineraient bientôt des horreurs que même Rome, avec sa longue histoire d'excès, n'aurait pu imaginer. Ce qui avait commencé, comme les murmures cachés des couloirs du palais, se solidifia bientôt en une machinerie de fer d'horreur sanctionnée par l'État. Car les excès de Caligula n'étaient jamais contents de rester confinés derrière des portes verrouillées ou des rideaux étouffés. Ils grandissaient comme une maladie qui se répandait des ombres dans le sang même de Rome elle-même, jusqu'à ce que ce qui avait été une indulgence privée devienne une procédure codifiée. Ce qui avait été une cruauté spontanée se transforma en doctrine officielle, et ce qui avait été murmuré comme rumeur était maintenant enregistré avec des plumes et de l'encre par des scribes qui s'asseyaient dans des alcôves, comptabilisant l'agonie humaine avec le même détachement utilisé pour compter les expéditions de grains ou les revenus fiscaux. Les archives impériales commencèrent à gonfler avec un nouveau type de document, des rouleaux reliés en cuir qui ne mentionnaient ni commerce ni conquête, mais plutôt des listes de noms transformés en numéros. Chaque entrée, une réduction de chair et d'esprit en simple inventaire, une invention bureaucratique qui permettait à l'appétit d'un homme d'être caché derrière la façade de l'administration. Dans ces registres, les filles de Rome devenaient des biens itémisés, leurs âges et leur beauté notés avec la précision d'une colonne de comptable, et dans le processus, l'âme même de l'Empire commença à pourrir de l'intérieur. Les sénateurs qui avaient autrefois arpenté le forum avec fierté marchaient maintenant dans les couloirs du palais avec des yeux hantés, car ils savaient que leurs familles étaient devenues à la fois des jetons de marchandage et des armes dans le théâtre du pouvoir de l'empereur. S'opposer à lui dans un débat signifiait voir le nom d'une fille apparaître dans le registre dans les jours suivants. Questionner un décret fiscal signifiait voir sa femme convoquée pour le service impérial, et rester silencieux signifiait seulement retarder l'inévitable, car la fin de Caligula n'était pas assouvie par des étrangers, mais par la brisure de ceux qui auraient dû être intouchables, la destruction précisément de ces liens qui avaient ancré la société romaine pendant des siècles. Lorsque les premières torches furent placées dans les mains tremblantes des sénateurs, et qu'ils furent commandés d'illuminer les scènes de la violation de leurs propres enfants, la transformation de la dépravation en politique fut complète, parce que la cruauté ne visait plus seulement le corps, mais atteignait la psychologie même de Rome, forçant les pères à devenir complices et les mères à devenir des témoins silencieux jusqu'à ce que l'Empire lui-même soit corrompu à son niveau le plus intime. Les architectes du palais reçurent dans l'ordre de concevoir des chambres non pas de beauté, mais d'acoustique, assurant que les cris portaient clairement dans les halls adjacents, où ceux qui attendaient à leur tour ne pouvaient échapper au son de ce qui les attendait. Les porte-torches étaient montées à des hauteurs précises, calculées pour que les hommes forcés de les porter puissent voir sans obstruction, car l'empereur insistait sur le fait que les témoins étaient aussi importants que les victimes, que la dégradation n'avait de valeur que si elle était observée, documentée et partagée. Les gardes exerçaient leur devoir avec une précision militaire, instruisant les sénateurs où se tenir, à quelle hauteur tenir leurs flammes, combien de temps rester immobiles, avertissant qu'une défaillance du bras ou un murmure de protestation entraînerait l'entrée du nom d'une autre fille dans le registre comme punition. Et ainsi, les hommes les plus puissants de Rome, dont les ancêtres avaient à marcher en triomphe et dicter les lois des nations, se trouvaient réduits à des porteurs de torches tremblants, leurs voix autrefois commandantes, réduites à des respirations courtes, leur honneur échangé contre la survie. C'est de cette manière que l'Empire romain cessa d'être simplement un empire de conquête et devint un empire de terreur internalisé.
Parce que lorsque les familles les plus élevées étaient réduites au silence et à la compliance, quel espoir pouvait-il y avoir pour les marchands, les paysans ou les esclaves? La ville murmurait des disparitions, de nobles femmes qui entraînent au palais pour ne plus jamais être vues, de fils de foyers fiers qui revenaient peints et parfumés, leurs identités effacées, leur enfance sacrifiée sur l'autel du désir impérial. Chaque histoire se répandait dans les tavernes et les marchés comme un feu de forêt. Mais personne n'osait la confronter parce que tout le monde comprenait que même dire la vérité à voix haute pouvait attirer l'attention. Et l'attention signifiait l'inclusion dans le registre, et l'inclusion signifiait l'annihilation de la dignité. Le génie de la politique de Caligula résidait non seulement dans la destruction physique des corps, mais dans la destruction psychologique de la volonté entière d'une société à résister. Car en rendant les hommes les plus puissants complices de la souffrance de leur propre famille, il les transformait de rivaux en captifs, liés par les chaînes de leur propre honte et silence. Les registres eux-mêmes, dont certains fragments ont survécu dans des découvertes archéologiques, révèlent la nature clinique de cette horreur. Ils parlent de date d'acquisition, de notation de compliance, de classification qui sonne comme le vocabulaire du commerce plutôt que le record de la tourmente humaine. Les victimes étaient décrites en termes d'utilité, leur valeur assignée selon la beauté, l'âge ou la signification politique. Et le langage lui-même les dépouillait d'humanité, les réduisant à des colonnes et des catégories. L'article 247. Une entrée dit femme de classe sénatoriale, assignation restreinte. Derrière cette phrase se cache une vie brisée, une famille brisée, un père forcé de se tenir et d'illuminer l'indicible. Mais dans la froide précision de ces lignes réside la vraie nature de l'innovation de Caligula. Il avait transformé l'atrocité en administration, le mal en efficacité, la cruauté en un système qui pouvait être géré, étendu et préservé. Au début des mois de 39 de notre ère, la transformation était indéniable. Ce qui avait commencé comme des murmures dans la nuit avait évolué en une institution pleinement fonctionnelle d'horreur. Les gardes étaient entraînés, les architectes avaient construit, les scribes documentaient avec un détachement infatigable, et les sénateurs, les hommes mêmes qui avaient autrefois juré de défendre la dignité de Rome, se traînaient maintenant dans les couloirs tenant des torches qui illuminaient non seulement la tourmente de leurs filles, mais l'effondrement de l'âme de leur civilisation. La dépravation privée était devenue politique publique, et l'Empire avait franchi un seuil d'où il n'y avait pas de retour. Parmi toutes les dégradations que Caligula déchaîna sur Rome, rien ne frappa plus profondément à la moelle de la société que sa violation délibérée des liens sacrés de la famille. Parce que tandis que ses appétits précoces avaient consumé les épouses des sénateurs et les filles et des marchands, sa vraie obsession se tourna vers l'intérieur, vers ses propres sœurs qui avaient autrefois marché à ses côtés comme compagnes d'enfance, vers Drusilla, Julia Livilla et Agrippina la jeune. Des femmes qui portaient la lignée d'Auguste dans leurs veines, et qui, par vertu de leur noble naissance, auraient dû représenter le cœur intouchable de la dignité de Rome. Déshonorer des étrangères était de la tyrannie, mais déshonorer ses propres sœurs sous le regard plein du Sénat était quelque chose de plus sombre. Pourtant, un spectacle conçu non seulement pour gratifier la luxure, mais pour annoncer à l'Empire entier que rien n'était hors de portée de l'empereur, pas même la sainteté inviolable de la vie familiale romaine. C'était la scène sur laquelle Caligula choisit de dévoiler toute l'étendue de sa folie, transformant l'inceste en arme politique, la profanation en théâtre et l'humiliation en la liturgie même du pouvoir. Le moment de la révélation ne vint pas en murmure derrière des portes verrouillées, mais dans la lumière éclatante d'un banquet public auquel assistaient 300 sénateurs, prêtres et ambassadeurs de royaumes étrangers. La salle à manger scintillait de lampes dorées,
Des musiciens pinçaient des cordes pour noyer le malaise des invités, et les sénateurs forçaient des sourires sur leurs lèvres, tandis que des plateaux de délices étaient portés devant eux. Mais l'atmosphère s'effondra en un silence suffocant, lorsque Caligula, allongé à la tête de la table, tendit la main vers celle de sa sœur Drusilla, et la tira vers lui dans un geste qui brisa chaque loi de Rome, chaque tabou de la civilisation, chaque frontière que des siècles de coutumes avaient gravée dans la pierre. La salle se figea. Les hommes fixaient leurs coupes. Les femmes serraient leurs gobelets jusqu'à ce que leurs jointures blanchissent, et l'air semblait vibrer avec la connaissance que ce qui se déroulait devant eux n'était pas simplement un scandale, mais un sacrilège. Puis la voix de Caligula retentit à travers la chambre, calme et délibérée, déclarant « Mes sœurs divines, bénies par Jupiter lui-même, pour partager mon affection comme Junon partage la sienne. » L'invocation du mariage incestueux de Jupiter avec Junon n'était pas un accident, car en invoquant la mythologie du roi des dieux de Rome, il transformait sa violation en précédent religieux, laissant les sénateurs piégés entre deux choix impossibles, applaudir le sacrilège ou commettre une trahison. Et ainsi ils applaudirent, leurs applaudissements creux résonnant dans les halls de marbre, tandis que le sort de leur fille était scellé par leur silence. Le lien entre Caligula et Drusilla avait été murmuré même avant cette nuit, car pendant la fièvre qui faillit le tuer en 37 de notre ère, elle seule avait été autorisée à rester dans sa chambre, le soignant, tandis que les médecins et les prêtres étaient renvoyés. Lorsqu'il guérit, il la proclama non seulement sa sœur, mais sa contrepartie divine, l'élevant dans les quartiers réservés aux épouses, et exilant son mari dans un gouvernorat distant qui équivalait à un exil politique adouci seulement par la distance. Leur intimité n'était plus cachée, et au fur et à mesure que les mois passaient, Drusilla devint le centre de ses rituels, assise à ses côtés pendant les audiences du matin, lorsque les sénateurs présentaient des pétitions, présidant avec lui aux cérémonies religieuses, où elle était traitée non comme une femme mortelle, mais comme prêtresse et consort, et forcée à des humiliations nocturnes qui se moquaient de chaque valeur romaine. Julia Livilla, ardente d'esprit, tenta la défiance jusqu'à ce que la punition la fasse taire, tandis qu'Agrippina, plus intelligente et plus froide, enterra sa rage et attendit son heure, enregistrant chaque indignité en mémoire comme des pièces stockées pour une vengeance future. Mais pour le moment, la résistance était futile, parce que Rome elle-même était devenue la scène de Caligula, et ses sœurs étaient piégées comme actrices involontaires dans son théâtre de profanation. Lorsque Drusilla devint enceinte, la manie de Caligula atteignit son apothéose. Debout au Sénat, vêtu de pourpre et d'or, il proclama que l'enfant dans son ventre n'était pas une vie ordinaire, mais le fils d'un dieu, son héritier destiné à régner à la fois sur le ciel et la terre. Les sénateurs, dont les voix avaient autrefois façonné des empires, baissèrent maintenant la tête en obéissance rituelle, votant des décrets d'honneur pour un enfant à naître conçu par inceste et paradé comme miracle. Les prêtres offraient des sacrifices dans les temples. Les citoyens étaient commandés de prier pour la santé de l'enfant, et la ville qui s'était autrefois fière de la loi et de la dignité célébrait maintenant la violation de ses propres fondations morales comme spectacle divin. Pourtant, le destin intervint. En juin 38 de notre ère, Drusilla mourut soudainement, certains murmurant de complications à l'accouchement, d'autres de poisons délivrés par des mains trop lasses d'humiliation pour en endurer plus. Mais la vérité, comme tant de choses dans la Rome de Caligula, fut enterrée avec elle. Son chagrin, cependant, ne l'adoucit pas. Il brisa la dernière frontière fragile de son humanité. Il la déclara déesse, ordonnant que des temples soient érigés en son honneur, commandant que des serments soient prêtés par sa divinité.
et exigeant que le peuple romain adore la femme qu'il avait détruite, consacrant la victimisation elle-même comme religion d'État. Pour Julia, Livilla et Agrippina, la mort de Drusilla n'acheva pas leur tourment, mais le magnifia, car maintenant elles étaient membres forcées de l'incarner, contraintes de porter ses vêtements, de prononcer ses mots, d'incarner son esprit pendant des cérémonies qui tordaient le chagrin en parodies grotesques. Résister signifiait la mort. Se conformer signifiait se rendre à une dégradation si profonde qu'elle creusait l'âme. Des témoins témoignèrent un plus tard que des cérémonies au palais exigeaient que des sénateurs se tiennent en présence tandis que l'empereur démontrait sa propriété des lignées divines, proclamant pour eux: Si je peux faire cela à mes sœurs, imaginez ce qui attend vos filles. Le message était indéniable. Aucune loi, aucune tradition, aucune relation ne pouvait protéger quiconque de sa volonté. Les registres enregistraient ces cérémonies avec la même précision bureaucratique que les livraisons de grains, dates, heures, noms de témoins, résultats notés en sténographie clinique qui dépouillaient les liens sacrés de leur humanité. Dans ces records, les sœurs devenaient des biens, les épouses devenaient de la monnaie, les enfants devenaient des entrées, et Rome elle-même devenait complice. À la fin, ce qui rendait la profanation incestueuse de Caligula si dévastatrice n'était pas seulement la violation physique de ses sœurs, mais la façon dont elle empoisonnait l'idée même de famille à Rome. Le foyer avait toujours été la pierre angulaire de la société romaine, le lien entre le pater familias et les siens, le fondement de la loi et de l'ordre. Mais en transformant ses sœurs en consorts et sa fille en déesse, Caligula brisa cette pierre angulaire, prouvant que dans l'empire de l'insensé, même les liens les plus sacrés pouvaient être déchirés et refaits en instruments de pouvoir. Rome regardait en silence, applaudissant quand commandé, s'inclinant quand ordonné, et enregistrant chaque horreur comme si ce n'était rien de plus qu'une procédure. Et dans ce silence, l'Empire se trahissait lui-même plus profondément que dans n'importe quelle bataille perdue face à des ennemis étrangers. Car dans la Rome de Caligula, l'inceste n'était pas simplement une dépravation privée, c'était une politique publique, c'était une humiliation ritualisée, c'était la déclaration que rien, pas même le sang sacré de la famille, ne pouvait résister à la fin d'un homme qui s'était convaincu qu'il était un dieu. La plus grande innovation de la dépravation de Caligula n'était pas qu'il s'adonnait à des luxures interdites aux autres hommes, ni même qu'il brisait la sainteté des liens familiaux, mais qu'il revêtait ses appétits des habits de l'administration et transformait le vice personnel en une machine institutionnelle, transformant le palais de Rome en une bureaucratie du mal, où scribes, médecins, prêtres et sénateurs devenaient pareillement des fonctionnaires d'un système conçu non seulement pour gratifier, mais pour perpétuer la dégradation. Dans l'aile et du palais impérial, sous des plafonds peints de scènes de déesses et de nymphes, il établit ce que les inscriptions appelaient le temple du service divin, un nom qui se moquait du concept même de religion. Car dans ces chambres parfumées, les épouses et filles des sénateurs étaient traitées non comme des adoratrices, mais comme des offrandes, leur humiliation déguisée en rituel, leur exploitation masquée par de l'encens et des statues d'or de marbre dont les visages avaient été retaillés pour ressembler aux femmes, même asservies à l'intérieur. Pour le visiteur occasionnel, cela apparaissait comme un sanctuaire de piété avec des autels fumant d'encens, des prêtres vêtus en attendant et des hymnes sacrés résonnant dans des couloirs dorés. Pourtant, derrière le rideau de sainteté, la machinerie de l'abus organisé opérait avec l'efficacité d'un bureau du trésor, chaque acte documenté, chaque corps comptabilisé, chaque indignité préservée en double record stocké dans les archives. Le génie, si un tel mot peut s'appliquer à une telle monstruosité, de ce système résidait dans sa capacité à impliquer toute l'élite de Rome, car ceux qui cherchaient la faveur impériale recevaient des jetons d'ivoire
inscrits avec des heures et des numéros de chambre exigeant leur présence à des cérémonies où la dignité de leurs épouses ait été échangée contre une protection politique, où la pureté de leurs filles était troquée contre des contrats et des commissions, et où le silence devenait le prix de la survie. Chaque rendez-vous était écrit dans des registres, comme si c'était à un appel du Sénat, avec des notes sur la performance, l'enthousiasme et les revenus générés. Et ces documents assuraient qu'aucun sénateur ne pouvait plus tard se lever en opposition sans crainte d'exposition, car les archives contenaient la preuve de leur complicité, signée à l'encre et scellée à la cire, un record permanent de corruption qui servait d'assurance ultime à l'empereur. Ce n'étaient pas seulement des corps qu'il consommait, mais des réputations, car une fois qu'un homme avait assisté tandis que sa femme ou son enfant était traité au temple, il ne pouvait plus jamais élever sa voix en protestation morale. Et ainsi, les gardiens mêmes de la loi romaine devenaient des captifs dans un réseau de leur propre silence, chantagés en compliance par l'évidence de leur propre honte. Même cette exploitation institutionnalisée ne satisfaisait pas la fin de Caligula, car son imagination cherchait non seulement à consommer le présent, mais à garantir l'approvisionnement futur des victimes. Et ainsi naquit le programme d'élevage, une horreur qui réduisait la reproduction humaine à un processus industriel. Des médecins formés dans les écoles d'Alexandrie, des hommes qui avaient autrefois juré des serments pour guérir, étaient maintenant commandés d'examiner des femmes comme si elles étaient du bétail, mesurant les hanches, notant les histoires de fertilité, calculant le potentiel de productivité, et dictant des appariements comme s'ils associaient du bétail pour l'élevage. De jeunes femmes de classe sénatoriale étaient assignées à des soldats, des gladiateurs, ou même des étrangers, selon les combinaisons qui promettaient force, beauté ou traits exotiques. Et ces unions, forcées, sous le regard de gardes et de scribes, étaient enregistrées avec un détachement clinique dans des registres qui suivaient les probabilités de conception et les résultats infantiles. Les grossesses étaient surveillées avec une précision obsessionnelle, des régimes prescrits, des mouvements restreints, des fausses couches punies, des naissances enregistrées comme inventaire plutôt que comme miracle. Et les enfants, nés dans ce cauchemar, étaient saisis de leur mère pour être élevés selon la classification impériale, les garçons de forte carrure, désignés pour l'entraînement militaire, les garçons aux traits délicats préparés pour le service au palais, les filles attractives assignées à un travail futur au temple, et les enfants moins favorisés relégués au travail manuel. Les familles étaient effacées, remplacées par des catégories, les lignées disséquées en fonction, et l'acte naturel de l'accouchement transformé en mécanisme de servitude systématique. Pourtant, la plus grotesque de ces perversions bureaucratiques était peut-être la transformation infligée aux garçons nobles, les héritiers des familles les plus fières de Rome, qui étaient saisis non pour le champ de bataille, mais pour la féminisation, entraînés à servir comme ornement peint dans le palais de Caligula. Dans l'aile nord, des chambres bordées de miroirs forçaient ces enfants à assister à leur propre métamorphose, tandis que des attendants les baignaient dans des huiles parfumées, arrachaient leur enfance et les vêtaient de soie, qui se moquaient de leurs identités perdues. Les cheveux étaient tressés avec des fleurs, les visages poudrés en masques de soumission, les voix entraînées à monter en registre plus haut jusqu'à ce qu'elles craquent sous la tension, et les mouvements répétés jusqu'à ce qu'ils glissent non comme des soldats, mais comme des courtisanes. Leurs anciens noms, Marcus, Lucius, Gaius, étaient effacés des rôles et remplacés par Flora, Lily ou Rose. Des moqueries florales destinées à les couper de leur lignée. Dans les archives, ils n'étaient pas décrits comme des fils de Rome, mais comme des attendants masculins, chacun avec des évaluations de beauté, de grâce et d'obéissance, chacun réduit à de la marchandise présentée sur des plateformes où les sénateurs eux-mêmes étaient forcés de sélectionner et de classer les enfants de leur père. Résister signifiait une punition publique. Se conformer signifiait endurer la dégradation. Et dans les deux cas,
les futurs pères de Rome étaient brisés avant d'atteindre l'âge adulte, leur dignité éteinte dans l'éclat de la lumière des torches réfléchies sur des murs miroirs. Les registres de cette ère, dont des fragments ont survécu, révèlent la précision glaçante d'une société qui avait rendu son conscience à la procédure. Ils listent non seulement les noms et âges des asservis, mais leur classification, leurs assignations, leurs revenus générés, et même des notes marginales suggérant des stratégies d'optimisation, comme si l'agonie humaine pouvait être améliorée par l'efficacité administrative. Une annotation recommande d'augmenter l'inventaire avant la saison des festivals. Une autre loue les revenus plus élevés des catégories plus jeunes. Une troisième note les bénéfices de compliance des narcotiques administrés aux sujets résistants. Un tel langage expose la vraie horreur du système de Caligula. Non simplement que le mal était commis, mais qu'il était commis avec la rationalité froide d'un comptable, comme si la souffrance elle-même était une ressource économique à maximiser. À la fin de 39 de notre ère, le palais ne ressemblait plus au siège d'un empire, mais à une vaste usine d'exploitation, avec des départements pour l'acquisition, le traitement, la classification, l'élevage et l'entraînement, chacun opérant avec la précision de la logistique militaire. Les gardes assuraient l'acquisition. Les médecins assuraient-ils la fonctionnalité. Les scribes assuraient la documentation. Et les sénateurs assuraient le silence. La dépravation privée avait évolué en institution publique, et la famille, la pierre angulaire sacrée de la vie romaine, avait été dissoute en catégories d'utilité, de revenus et de compliance. Dans la Rome de Caligula, rien n'était sacré, ni la naissance, ni la lignée, ni l'enfance, ni même la sainteté du genre, car tout pouvait être réécrit, réassigné et réduit à de l'encre sur du parchemin. Et tandis que le peuple de Rome dînait encore, commerçait et adorait dans les temples, le vrai empire était enregistré dans des registres qui transformaient la chair en chiffres et la souffrance en statistiques. Une bureaucratie glaçante qui assurait que le mal ne se produisait pas simplement, mais perdurait. S'il y avait un seul rituel qui épitomisait l'effondrement de la dignité de Rome sous Caligula, c'était l'invention du devoir du porteur de torche, une pratique si cruelle dans sa conception et si dévastatrice dans son exécution qu'elle transformait les protecteurs en complices et les pères en participants involontaires à l'annihilation de leurs filles. Tenir la torche dehors de la chambre de l'empereur n'était pas simplement fournir de la lumière, c'était illuminer l'horreur la plus intime tout en restant immobile. Interdit d'intervenir, interdit même de détourner le regard, condamné à servir comme le témoin silencieux d'un crime qui brisait à la fois le protecteur et le protégé en un coup insupportable. Les convocations arrivaient à l'aube, portant le sceau du bureau impérial, instruisant le sénateur ou le magistrat d'apparaître au palais avec sa fille aînée non mariée, et de se préparer pour le devoir d'illumination. Le langage était bureaucratique, le style détaché. Pourtant, derrière ces lignes se cachait la certitude de la ruine. Le refus signifiait non seulement la mort pour le père, mais l'annihilation de toute la lignée familiale, les frères exécutés, les épouses asservies, les enfants dispersés parmi les soldats. Et ainsi la compliance n'était pas un choix, mais une sentence, un rituel conçu pour rappeler à chaque homme de pouvoir que la survie signifiait la complicité. Le couloir où ses pères attendaient s'étendait comme un tombeau, 50 pieds de marbre bordés de sconces de fer, où les porteurs de torches se tenaient à des intervalles précis, chacun placé à une distance mesurée, de sorte que lorsque les portes de la chambre s'ouvraient, leurs flammes tombent exactement sur les corps des victimes à l'intérieur. L'architecture elle-même était une arme, car les bâtisseurs avaient reçu l'ordre de concevoir des lignes de vue si claires qu'aucun père ne pouvait échapper à la vision de la destruction de son propre enfant. Les gardes patrouillaient le couloir, rappelant aux hommes de garder leurs bras fermes, avertissant qu'une défaillance entraînerait une punition plus dure.
Certains pères récitaient des vers de Virgile sous leur souffle pour distancer leurs esprits. D'autres calculaient des problèmes mathématiques pour s'échapper dans l'abstraction. Pourtant, rien ne pouvait faire taire les sons qui portaient à travers les portes de chêne, les cris étouffés, les voix brisées, les murmures moqueurs de l'empereur. Et ainsi ces hommes, dont les ancêtres avaient autrefois commandé des légions, se tenaient maintenant comme des statues tenant des torches qui brûlaient plus brillamment que l'honneur qu'ils avaient déjà perdu, réduits à des ombres d'eux-mêmes, tandis que leurs filles disparaissaient dans des chambres d'où elles émergeraient bénébrées et à jamais altérées. Des graffitis gravés sur les murs d'attente par des mains tremblantes témoignaient de l'agonie qui remplissait ces couloirs. Nous sommes les damnés qui respirent, les morts qui marchent, écrivit un sénateur, son message gravé dans la pierre où il resta pendant des siècles. Un autre gratta les mots. Que les dieux pardonnent ce que les empereurs contraignent. Ces fragments, trouvés par des archéologues dans des âges ultérieurs, révèlent non pas la résistance mais le désespoir, le besoin désespéré des hommes de laisser derrière eux la preuve qu'ils avaient été forcés à la complicité, que leur silence n'était pas volontaire, que leurs torches avaient illuminé des cauchemars qu'ils ne pouvaient empêcher. Au forum, les pères, qui avaient autrefois été rivaux, se croisaient avec des yeux creux, leurs regards portant la connaissance tacite d'une humiliation partagée, leurs voix atténuées, leurs esprits brisés. Certains se noyaient dans la boisson jusqu'à la mort, d'autres prenaient leur propre vie avec des épées autrefois portées en triomphe. Mais la plupart enduraient, continuant à marcher dans les halls de marbre de Rome comme s'ils étaient encore vivants, bien qu'en vérité leurs âmes aient été éteintes dans le couloir des torches. La cruauté du système ne s'arrêtait pas lorsque les portes de la chambre se fermaient. Les filles qui émergeaient après des heures de tourments ne pouvaient plus rencontrer le regard de leur père, non par blâme, mais par mémoire insupportable. Les familles se fracturaient, les liens se dissolvaient, et le silence devenait la seule langue qu'ils partageaient. Un père qui avait autrefois été le bouclier de son foyer devenait le symbole de sa destruction, non parce qu'il avait choisi la trahison, mais parce que la survie l'exigeait, et cela empoisonnait chaque foyer romain d'une pourriture invisible. Les mères serraient leurs enfants plus jeunes, terrifiés qu'ils puissent être les suivants, tandis que les fils regardaient leur père avec suspicion, sachant que l'homme qui avait tenu la torche pourrait un jour la tenir à nouveau. De cette manière, la politique de Caligula s'étendait au-delà du palais dans chaque foyer romain, parce que la simple existence du système des torches transformait l'amour lui-même en arme, tordant le lien le plus sacré de tous en la forme la plus corrosive de contrôle. Même après son assassinat, le 24 janvier 41 de notre ère, lorsque les lames prétoriennes le coupèrent derrière les rideaux d'un théâtre, les blessures qu'il laissa ne guérirent pas, parce que tuer l'homme ne pouvait effacer les systèmes qu'il avait créés. Les registres qui préservaient chaque entrée, les porte-torches qui restaient santes et fixées dans les murs du palais, des monuments de bronze silencieux aux familles détruites et aux filles réduites à des numéros. Des archéologues, dans des siècles ultérieurs, découvrirent ces mêmes sconces positionnés avec une précision mathématique, leur présence confirmant les témoignages d'écrivains anciens et exposant le visage bureaucratique de l'horreur. Ils trouvèrent des fragments de registres où les noms avaient été réduits à des catégories, où la fille d'un sénateur était transformée en article 247, où la vie d'un enfant devenait une statistique de l'appétit impérial. Ils trouvèrent des notes grattées dans des cellules de pierre, où des garçons autrefois, entraînés à devenir des attendants féminins, des témoignages de désespoir qu'aucun feu ne pouvait effacer. Les ruines parlaient non de gloire, mais de honte, non de triomphe, mais de torches qui autrefois illuminaient les couloirs de l'effondrement moral de Rome. Le vrai lex de Caligula n'était pas seulement sa folie, ni même sa mort, mais la leçon de comment un pouvoir non contrôlé, lorsqu'il est fusionné avec une précision administrative, peut transformer les êtres humains en instruments, en numéros,
en entrer dans des livres qui survivent à leur corps. Rome ne se remit jamais pleinement de la tâche, car le trauma se transmit aux générations, résonnant chez des filles qui tressaillaient au tonnerre parce qu'il leur rappelait la nuit orageuse où les cris se mélangeaient à la foudre. Chez des fils qui grandissaient en un homme incapable de diriger parce que leur père avait été brisé en porteur de torches. Chez des familles qui murmuraient des déshonneurs passés, mais ne parlaient jamais à voix haute parce que le souvenir lui-même était devenu trop lourd à endurer. C'était la vraie blessure de l'Empire, non simplement l'instabilité politique, non simplement l'assassinat, mais les cicatrices invisibles gravées dans l'âme de son peuple. Et ainsi, lorsque nous parlons aujourd'hui des pratiques sexuelles les plus horribles de Caligula l'insensé, nous ne racontons pas de simples rumeurs de décadence ou des anecdotes titillantes d'excès. Nous regardons dans l'abîme d'un système qui transformait la famille en théâtre, la dignité en spectacle et la survie en complicité. Les ruines de son palais se dressent encore, les porte-torches encore fixées dans le marbre, les échos des cris encore portés par l'imagination, lors de nuits remplies d'orages, et peut-être dans ces couloirs vides, la leçon persiste encore. Que lorsque le mal adopte le masque de la procédure, et lorsque le pouvoir trouve sa satisfaction dans la destruction systématique, le résultat n'est pas seulement l'effondrement d'un empereur, mais l'effondrement de l'humanité elle-même. Si cette histoire vous a troublé, si elle a révélé à quel point la civilisation devient fragile lorsque la moralité se rendue à la folie, alors rappelez-vous que l'histoire ne s'estompe pas, elle avertit. Et si vous souhaitez explorer plus de vérités les plus sombres de l'histoire, aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui osent affronter le passé, et abonnez-vous à cette chaîne pour plus de voyages dans les ombres où le pouvoir et l'horreur s'entrelacent.